Les circuits courts sont bons pour la création d'activités au niveau local. Dernier point. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Alors, j'essaie de ne pas vous noyer sous les informations. Il y a une enquête assez fouillée qui a été faite à Rennes, qui est la ville dont je viens, qui est une ville de 300 000 habitants environ. Et on a fait un travail très approfondi pour essayer de voir si Rennes était une ville capable de se nourrir avec son environnement immédiat, c'est-à-dire est-ce que localement on pouvait nourrir les Rennais avec leur production alimentaire. Et globalement, est-ce que la région Bretagne pouvait se nourrir avec sa production locale, en sachant que c'est une région très densément peuplée. Et qu'est-ce que ça donnait en termes de création d'activité si on transformait toute l'agriculture bretonne en circuit court, toute la production coulée localement. Quel est l'impact sur les emplois et combien de personnes est-ce qu'on peut nourrir? Alors, on est parti du modèle initial, 2500 à 30 000 calories par personne, 40% des calories venant des produits animaux, l'essentiel des produits traversant des chaînes longues agroalimentaires et 40% des céréales servent à faire de l'alimentation pour les animaux. Elles ne sont pas consommées par les humains. C'est le modèle actuel en Bretagne. Et donc on a fait un modèle prospectif où on tombe à un peu moins de calories par personne, 20% seulement des calories d'origine animale, l'ensemble de l'agriculture biologique, toute la production agricole commercialisée avec des chaînes courtes localement, beaucoup moins de fourrage pour les animaux, plus de céréales pour les humains et plus de fruits et légumes. On fait évoluer le modèle agricole local aussi. Pour le moment, la Bretagne produit presque 200% de ses besoins en produits animaux et moins de 60% de ses besoins en fruits et légumes. Donc on fait évoluer l'ensemble vers 100%. C'est un modèle prospectif. Qu'est-ce que ça donne en termes d'emploi? Je vous passe le détail des calculs, ce sont des calculs très complexes qui ont été menés, mais en termes de création d'emploi, on reste à égalité, voire on crée un peu d'emploi. Bien sûr, on en détruit beaucoup pour la transformation et la commercialisation, mais on en crée énormément pour l'agriculture, notamment pour la production de fruits et légumes, où il y a énormément d'emplois pour quelques hectares cultivés. Et en termes de pourcent des habitants de la région nourris, on passe de 160% des habitants actuellement nourris dans la région, parce qu'il faut 0,35 hectares par habitant. Donc la Bretagne peut se nourrir à l'heure actuelle, à 300% des habitants nourris. Donc ce résultat n'est pas du tout intuitif. On penserait qu'en passant tout, l'agriculture biologique et en circuit court locaux, on pourrait nourrir un peu moins de monde. En réalité, on peut nourrir 2 fois plus de monde si on utilise moins de céréales pour le fourrage et si on consomme un peu moins de viande. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire des personnes qui, qu'est-ce qu'on peut dire des personnes qui s'impliquent dans le développement de ces circuits courts locaux? Qu'est-ce qu'elles ont en commun? Qui est-ce et pourquoi est-ce qu'elles le font? Alors, il s'agit déjà, c'est un résultat du projet FEM, il s'agit de réseaux. Ce ne sont pas des personnes isolées, ce sont des réseaux qui associent des agriculteurs, des consommateurs, des transformateurs, des revendeurs et, on dit beaucoup moins souvent, des représentants politiques locaux qui jouent un rôle très important. Ce sont des projets locaux, bien sûr, et le fait que ça soit local et que les gens se connaissent sur un même territoire impose qu'il y ait davantage de négociations entre eux, et cela permet aussi davantage de négociations. Dans ce cadre-là, les représentants politiques locaux, les maires par exemple, les élus locaux, jouent un rôle très particulier, parce qu'à la fois ils représentent le contexte, notamment toute la politique européenne, et en même temps ce sont des citoyens engagés dans ces projets-là. Ça leur permet d'intervenir sur un nombre très important d'aspects qui permettent le développement des circuits courts. Et donc ce sont des acteurs clés à ce niveau-là. Tous ces acteurs, producteurs, consommateurs, transformateurs, élus, se réunissent autour d'un projet un peu théorique, qui est quand même un projet de réforme fondamentale de la société, au moins sur ces aspects alimentaires. 4 éléments. D'abord, une vision différente de la société. L'idée, c'est d'assurer un accès équitable à la nourriture pour tous, d'augmenter la solidarité entre les citoyens, d'encourager davantage de décisions collaboratives, et puis de limiter les pressions corporatistes sur les chaînes alimentaires. Leur projet commun porte aussi sur une vision différente de l'environnement. Alors, on peut résumer ça très brièvement en disant
avoir un impact positif macro sur l'environnement, par exemple limiter les gaz à effet de serre, augmenter la biodiversité, ce sont des éléments très larges. Et puis avoir un impact positif à l'échelle locale sur l'environnement, comme améliorer la qualité de l'eau localement, la qualité des sols. Troisième point qui fédère ces acteurs locaux quand ils mettent en place ces circuits courts, c'est une vision différente de l'économie. Leur idée d'introduire davantage d'éthique, davantage d'équité, de transparence dans les échanges économiques, d'augmenter l'autonomie des participants par rapport au système industriel, de promouvoir des modes de vie plus durables, plus soutenables, d'augmenter la valeur ajoutée des produits, et puis le deux derniers points, de négocier des prix justes et d'introduire une certaine régulation en matière de compétition entre producteurs. Par exemple, sur un marché local, les producteurs vont se mettre d'accord pour savoir si ça vaut la peine d'introduire un boulanger de plus sur ce marché-là, s'il y a la place, etc. Ces deux derniers points, je les ai mis en gras parce qu'ils sont absolument incompatibles avec les négociations de l'OMC à l'heure actuelle. Il s'agit réellement d'un projet fondamentalement alternatif. Et puis le dernier point, il partage une vision sociale liée au produit lui-même. Ce projet doit être frais, sain, ce produit doit être frais, sain, il est d'après des consommateurs plus vivants. L'idée c'est aussi de soutenir des traditions locales à partir de ces produits et puis de promouvoir des services sociaux à travers ces produits-là. Par exemple, l'accès des populations les plus défavorisées à des produits de qualité, par exemple les personnes âgées, grâce à ces circuits courts. Alors, quand on compare le système mainstream avec des chaînes longues et ce système de circuits courts, finalement, on voit une différence, un projet assez différent sur ces quatre domaines, dans ces quatre domaines. Le produit, l'impact écologique, une vision sociétale et une vision économique. Ceci dit, dans la réalité, ces deux modèles très opposés s'hybrident. Quand les produits sont vendus en circuit court, ils ne sont pas forcément alternatifs dans ces quatre dimensions à la fois. Par exemple, en bas, en bleu, vous avez l'exemple d'un produit vendu au supermarché qui se trouve alternatif dans le domaine environnemental, parce qu'il est de bonne qualité, mais qui ne comporte pas d'alternative en matière économique. Alors, on pourrait détailler chacun des autres éléments, mais vous regardez par vous-même, en fait l'alternative n'est pas toujours aussi importante selon la forme des produits qui est commercialisée. Alors en matière de politique, quels sont les facteurs politiques qui peuvent favoriser ou qui gênent le développement de ces circuits courts? Je les ai regroupés en trois familles, vous les avez en couleur en haut à gauche. La première famille d'éléments qui favorisent ou qui gênent le développement de ces circuits courts sont des éléments liés à la production elle-même. Premier point qui gêne, qui bloque, l'accès à la terre quand on veut vendre un circuit court est difficile. Pourquoi? Les exploitations qui vendent leurs produits en circuit court sont globalement des exploitations plus petites. Or, elles subissent une concurrence des plus grandes exploitations qui veulent s'étendre, ou même des jeunes qui veulent s'installer sur de grandes exploitations plus conventionnelles. Ces petites exploitations alternatives subissent une concurrence et donc ne peuvent pas facilement accéder aux terres. Par ailleurs, les circuits courts se développent très bien en zone périurbaine, autour des grandes villes. Or, autour des grandes villes, il y a une très forte pression foncière pour l'extension de la ville elle-même, pour les constructions. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce domaine-là, à droite? On peut essayer d'identifier la terre qui se libère. On peut et on doit, les expériences marchent, développer de nouvelles formes collaboratives d'achat du foncier et de mise à disposition du foncier. Ça peut être fait publiquement par les collectivités locales en favorisant le choix des agriculteurs qui s'installent ici et qui vont développer les circuits courts, ou ça peut être fait de manière privée. Des citoyens se regroupent pour acheter de la terre et la mettre à disposition de certaines formes d'agriculture. Deuxième point qui gêne, il faut beaucoup de compétences pour vendre en circuit court. Il faut savoir produire, transformer, vendre, être bon en droit, être bon en communication. Il faut mettre en place des formations adaptées. Il y a très très peu de formations, voire pas du tout en Europe, adaptées à ces compétences particulières et à cette nouvelle forme du métier. Troisième point qui gêne en matière de production, on
on travaille beaucoup en circuit court, parce qu'on produit, on transforme, on vend, etc. Ce sont des agriculteurs qui travaillent plus que la moyenne. Donc, on peut essayer, pour soulager cette difficulté-là, de mettre en place des systèmes de travail partagé, notamment pour la vente, des groupements d'employeurs, des regroupements d'agriculteurs pour partager ce travail-là. En matière d'économie, 3 points sont difficiles. Les règlements sanitaires européens, de nouvelles règles liées au système conventionnel et l'accès aux aides publiques. Alors, en matière de règlement sanitaire, chaque jour, on voit des évolutions apparaître petit à petit, pas à pas, pour négocier des ajustements à la marge des règlements sanitaires européens, de manière à favoriser ces circuits courts. Ceci dit, cette évolution pourrait être plus souple et plus rapide. En matière d'aide publique, c'est un réel changement en matière de politique publique et d'objectifs de politique publique qui est nécessaire si on veut que cette disparité d'allocation des fonds disparaisse. Et puis, enfin, en matière de relations avec les producteurs et avec les consommateurs, le fait que le public fasse confiance au label, mais que dans le domaine des circuits courts, il y a moins de visibilité environnementale que ce qu'on aimerait, nous invite à mieux développer des labels qui permettent de certifier ces circuits courts. On sait certifier l'agriculture biologique, on sait moins bien repérer les produits de qualité, particulièrement en circuit court. Donc il y a un gros travail de labellisation à faire dans ce domaine-là, pour rendre les labels existants lisibles et pour lier les labels au fait de vendre en circuit court. Je vous remercie de votre attention.